Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la littérature française, une œuvre vraiment puissante de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Et attention, ce n'est pas juste une histoire, un roman comme les autres. Non, c'est un véritable cri du cœur, un plaidoyer. Ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment entrer dans la tête de ce condamné, suivre pas à pas son cheminement psychologique pour bien sentir comment Victor Hugo s'y prend pour nous faire toucher du doigt toute l'injustice de la peine de mort. Et ça, c'est la question qui nous frappe dès les premières lignes. C'est le paradoxe central, le nœud de toute l'histoire. Imaginez un peu, être jeune, en pleine santé, plein de force, et en même temps savoir qu'on est atteint d'une maladie incurable qui va nous tuer à coup sûr. C'est terrible, non? Le corps crie « je veux vivre », mais l'esprit, lui, est déjà prisonnier de la sentence. Hugo nous plonge direct dans cette situation complètement absurde, presque folle, pour qu'on ressente tout de suite l'horreur de ce que vit son personnage. C'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. Alors, pour y voir clair dans cette véritable descente aux enfers psychologiques, on va suivre un petit parcours en 5 étapes. D'abord, on va se pencher sur ce combat entre son corps bien vivant et sa condamnation. Ensuite, on verra comment une seule idée, une obsession, va littéralement le dévorer de l'intérieur. Après ça, on parlera de ses espoirs, ces petites lueurs qui s'allument pour s'éteindre aussitôt. Puis, on essaiera de comprendre la logique froide de la loi qu'il condamne. Et enfin, on terminera avec le concret, le chemin final, les 3 derniers pas vers l'échafaud. C'est parti. On commence donc avec notre première partie. C'est vraiment le point de départ de toute son angoisse, ce paradoxe incroyable. La question est simple et en même temps terrifiante. Comment est-ce possible de se sentir plein de vie quand la société, elle, a déjà signé votre arrêt de mort? C'est cette contradiction insupportable qu'on va explorer maintenant. C'est exactement ça. D'un côté, on a la biologie, pure et simple. Il dit « je suis jeune, sain et fort ». C'est un corps qui fonctionne, une machine faite pour vivre. Et de l'autre, on a la justice des hommes qui lui dit « j'ai une maladie mortelle ». Hugo met ces deux phrases face à face pour qu'on prenne en pleine figure toute la cruauté de la situation. Son corps hurle qu'il veut vivre, mais la société, elle, vient de coller une date de péremption sur son existence. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Il faut bien comprendre que cette maladie mortelle, ce n'est pas une maladie au sens médical du terme. C'est une métaphore et elle est hyper puissante. Pour Hugo, la vraie maladie, c'est la peine de mort elle-même. C'est une maladie sociale, une maladie inventée, créée de toutes pièces par les hommes. Et c'est ça qui la rend si révoltante. C'est une maladie faite de la main des hommes. C'est pas la nature qui décide, c'est la société. Ok, on avance. Deuxième étape de sa torture psychologique. Une fois le choc de la condamnation passé, il y a autre chose qui s'installe. Quelque chose de plus vicieux, de plus insidieux. C'est l'obsession. Une seule et unique idée, un regret, qui va le ronger de l'intérieur comme un acide. Et ça, c'est presque pire que les murs de sa cellule. Et regardez les mots qu'il utilise. « Il m'est venu une idée poignante ». Le mot « poignante », il n'est pas choisi au hasard. Ça vient de point, de pointe, c'est quelque chose qui pique, qui transperce, qui fait mal physiquement. Vous voyez, ce n'est pas juste une petite pensée qui lui traverse l'esprit. Non, c'est une véritable torture mentale. En fait, sa condamnation est double. Il est condamné à mourir, bien sûr, mais il est aussi condamné à tourner en boucle sur cette idée jusqu'à en perdre la raison. Mais alors c'est quoi cette idée qui le hante? Eh bien c'est le souvenir de son passage à l'infirmerie. C'est un moment super important parce que là-bas il a senti un peu d'humanité. Et du coup, il se met à imaginer « et si j'étais resté là-bas? Et si j'avais pu m'échapper ?» Ce « et si », c'est le début du poison. Le regret de cette occasion manquée, ça devient son obsession, ce qui va empoisonner chacune de ses dernières heures. Et ce regret, cette obsession du « et si », ça nous amène tout droit à notre troisième point, les fantômes de l'espoir. Mais attention, on ne parle pas ici d'un espoir qui réconforte. Pas du tout. C'est un espoir cruel, un espoir qui ne fait que naître pour être aussitôt écrasé, ce qui rend la souffrance encore plus terrible. Face à une situation aussi horrible, l'esprit humain s'accroche à la moindre brindille, la moindre parole un peu gentille des médecins, le moindre regard. Il y voit des signes. Il se dit « et s'ils avaient pitié de moi au fond? Et s'ils m'avaient aidé à m'échapper ?» C'est un réflexe de survie, en quelque sorte. Le plus petit geste d'humanité se transforme dans sa tête en une possibilité de s'en sortir. Écoutez bien cette phrase, elle est d'une simplicité presque enfantine. Une porte ouverte, qu'est-ce que cela leur ferait? Dans son esprit, dans son délire d'espoir, l'évasion devient un truc tout bête, juste une porte à laisser ouverte. Il en vient à penser que sa propre vie a tellement peu d'importance pour les autres que le laisser filer serait un geste anodin. C'est d'une tristesse absolue. Et forcément, la chute est vertigineuse, brutale. D'un coup, il réalise, ce qu'il prenait pour de la pitié, ce n'était en fait que de la curiosité malsaine. Les gens ne le voyaient pas comme un être humain, ils voyaient une bête de foire. Regardez, c'est celui qui va mourir. Et là, tout s'écroule. Son petit espoir est anéanti et il se retrouve encore plus seul, encore plus désespéré qu'avant. Et là, il n'y a plus de place pour le doute. Il utilise une métaphore d'une force incroyable pour parler du pourvoi en cassation.
La procédure qui est censée être son dernier espoir, eh bien pour lui c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme. Vous imaginez ? Ce n'est pas une main qui le retient, c'est une corde qui prolonge son agonie avant la chute finale. C'est une critique hyper violente du système judiciaire. Bon, on passe à la 4e partie. Après toutes ces montagnes russes émotionnelles, le condamné change complètement de registre. Fini les « et si ». Il se met à analyser sa situation avec une logique glaciale, presque mathématique. Et sa conclusion, elle est terrible, sans appel. Le système est fait de telle manière qu'il n'a aucune, mais alors aucune chance de s'en sortir. Donc il se pose la question, pourquoi est-ce que son pourvoi va être rejeté ? Mais il ne se la pose plus avec espoir. Non, il se la pose avec un réalisme qui fait froid dans le dos. Il va en quelque sorte démonter pièce par pièce la machine judiciaire, juste pour se prouver à lui-même qu'il n'y a aucune faille, aucune issue. Et voilà son raisonnement, implacable. Pour lui, la justice, ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une machine. Et le problème, c'est que tout a parfaitement fonctionné. Les témoins, les avocats, les juges. Chaque rouage a fait son travail. Et c'est précisément parce que la machine a été parfaite, sans le moindre grain de sable, qu'il est condamné. La perfection du système, c'est ce qui le tue. Et même la grâce du roi, le tout dernier recours, il n'y croit pas une seconde. Pourquoi ? La réponse tient en un seul mot, l'exemple. C'est là qu'il comprend qu'il n'est plus une personne. Il a été complètement déshumanisé. Il est devenu un symbole, on doit le tuer pour faire un exemple, pour dissuader les autres. Sa vie à lui n'a plus aucune valeur. Ce qui compte, c'est l'utilité de sa mort. C'est terrifiant. Et on arrive à notre dernière partie. Après avoir exploré toutes les tortures de l'esprit, Hugo nous ramène à la réalité de la manière la plus brutale qui soit. Fini les pensées, fini la psychologie. Maintenant, place au concret, au chemin physique, glacial qu'il va devoir emprunter. Bicêtre, la conciergerie, la grève. Ces 3 noms, ce ne sont pas juste des adresses sur une carte, non. Ce sont les 3 étapes de son calvaire. Bicêtre, c'est sa prison actuelle. La conciergerie, c'est la salle d'attente de la mort. Et la place de grève, c'est la destination finale, le lieu de l'exécution. Le parcours est tracé, il ne peut plus y échapper. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. L'angoisse de mort, qui était une idée abstraite, une torture mentale, d'un coup, elle devient quelque chose de physique, de matériel. Elle devient un itinéraire. La mort n'est plus une pensée qui le hante, elle est devenue une destination, un point d'arrivée bien réel sur un plan de Paris. Et tout ça, ça nous amène à la grande question que Victor Hugo nous lance à la figure à travers tout le roman. En nous faisant vivre de l'intérieur cette agonie psychologique, il nous force à nous interroger. Finalement, la vraie barbarie, c'est quoi ? Est-ce que c'est la seconde où la lame tombe ? Ou est-ce que ce sont toutes ces semaines, tous ces jours, toutes ces heures d'attente insoutenables, qui sont déjà une torture en soi ? Voilà tout le sens de son combat. Et c'est une question qui, on le voit bien, reste terriblement d'actualité.